qui est-ce, selon moi-même, qui tuait le président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier, que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour bien couleur que le gagne. Qu'on aime pas l'expliquer au degré d'implication. Chaque groupement ça yo. D'abord, on parle de establishment américain qui serait le colon. Moi, m'établi parallèle ça entre structure qui était dans la société coloniale là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe journée aujourd'hui dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils doivent changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils doivent changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils doivent changer de nom. L'establishment américain / colon, degré d'implication dans la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que l'Elvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez nous rendez-vous mal la Kaili. L'ambassadrice, il y a tel problème qui gagne, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il doit regarder. Il y a des informations, mais il néglige. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Il a accusé réception.
Ambassade là pas fait suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il y a on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça a fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Je dis, ok. Qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas comme ça pour te répondre. Moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il y a besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des gros armes moins, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui j'en peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État
le pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a touillé président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là dans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wesser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires
asile que l'a fait dans un pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé au juge de la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi je prends prison, c'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi pour me faire un tour montrer tête même caché. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Madame encore caché va pas joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que j'ai des questions que je réponde. Mais c'est le problème de courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cachent M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a menée entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va moi jouer? Moi j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il dit va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il dit qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice qu'on a fait, parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous sommes bureau du ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que par une ingérence que les États-Unis, l'establishment américain, par tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feuille couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas un droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. Mbaka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine.
Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si je comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. On bonne golpe, oui, ça fait. Pero la salida, c'est pas bon même. Donc, job là mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade de Taïwan. Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, dans mes comptes par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme les Américains l'ont expression, hein, donc les Américains font comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia? Son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À partir des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation dans ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires
et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par eux. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit comme ça, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, cap courir d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, cap courir d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que au moins,
socialement parlant, dans la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même un certain niveau. Mais en métropole, ils étaient appelés battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils rendent compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un petit peu de coller là, plutôt parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas mal de moments. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Tineg Noël, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne parle pas d'extrême-gauche, mais une politique sociale. Côté l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale, pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que terre ça c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec tout noir qui te gagne dans la jeune société ça. Donc, politique Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de desiderata personnels yo. Donc c'est pourquoi l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, il n'y a pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple en intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, ce n'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là.
On retourne en 1806. Qui est-ce qui tuait empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo c'est petit colon, héritier, et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit, selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'on prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $2. 1,120 millions. 1 milliard pour Yon. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va aux garanties? Est-ce que parce que les gens le fait là semblent le faire de façon unilatérale? Bon, m'a dit je dis il y a des décisions là au président ou il y a une responsabilité face à la nation parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui est président, c'est pas moi qui est président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, si vous avez une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi lis, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour lire, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me voulait ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papé. Je n'ai bien pour parler de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis nous quitter 3-4 personnes, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire une mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays. Mais par contre, il y a un monde, que les Dimitri Vorbe, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-Power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagné 3 rapports que nous demandons tout pour le public. Un rapport qui a gagné un cabinet d'avocats qui fait un rapport pour la Bible. Il y a un rapport Banque mondiale, il y a un rapport commission intérimaire sur la question de l'énergie qui est clair, qui dit que le contrat ça n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je vais chercher l'intérêt de l'État. Le privé. Moi, je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même si tu dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout une centrale qui coûtait,
Ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine Demna, moi, t'allé dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale. Ça veut dire que je fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande au peuple haïtien, je dis, excuse, c'est aujourd'hui à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour ça, je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour ça, m'excuser, c'est que je n'ai pas d'informations. C'est une rétention d'informations. Il y a plein de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là. C'est ça qui fait nous en capacité, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, l'intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien e-power a décidé à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, ou faisons un contrat à court terme qui peut permettre que le contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. C'est-à-dire pour me finir avec. Ça veut dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la clause contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça gagne. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la Commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas de la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est pas seule centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Je connais que il y a Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui entrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça pour le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne. Entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. On finit déjà, mission PAM. Contrat yo coupé. Dehors, nous comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Le président Jovenel a visité le business. Pour dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait
contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, mon cher, je pense que là, on est en ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va faire l'État faire. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que nous avons parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, et bien, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi.